Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on sort nos plus belles robes pour aller danser. Salut, moi c'est Marie et j'ai mes règles. Putain, c'était mon lancement. En plus, je sais vraiment. Moi aussi. Il faut qu'on aille voir ce film maintenant. Il faut qu'on le regarde pendant qu'on a toutes les deux nos règles. C'est très important. Je sais pas si j'assume ce lancement. Salut, c'est Anaïs et Marie et on menstrue toutes les deux. C'est ça. Vous l'aurez peut-être compris si vous connaissez cette histoire. On est cette synchronisés, semaine... c'est fou. Ouais. Cette semaine, je vais montrer à Marie un petit film qui n'a pas du tout eu d'influence sur la culture populaire. Je veux parler de Carrie, de Brian De Palma, sorti en 1976 et adapté d'un roman de Stephen King sorti 2 ans plus tôt. Marie, qu'est-ce que tu sais de ce film ? Alors, ce que je sais, Tu n'as pas lu le livre ? j'ai pas lu le livre. J'ai vu les images où elle est couverte de sang, je crois, de cochon, un truc comme ça, pendant le bal de promo. De ce que je sais, elle a des pouvoirs télépathiques ou un truc comme ça. Elle a une mère qui est vraiment méchante avec elle et qui la maltraite. Et elle est maltraitée aussi, elle est bullied en fait par des filles et j'imagine aussi des garçons au lycée. On va lui renverser du sang sur la tronche et elle va prendre sa vengeance, elle va tous les zigouiller. Est-ce que tu sais qui joue dedans ? La mère, j'ai l'impression que je sais qui c'est, mais je me souviens plus de son nom, tu vois. Mais j'ai l'impression que j'ai su qui c'était, quoi. Et la fille, je sais pas. Ok. Peut-être que je sais, je sais pas. Intéressant. Ok. Tu vas avoir des surprises. Est-ce que tu penses que tu vas avoir peur ? Pas trop, mais je pense que je vais beaucoup aimer. Je pense que plus ça va m'angoisser qu'autre chose, parce que enfin vraiment le côté être bullied à l'école et tout ça, enfin être moqué. Ça remue des souvenirs qui sont pas forcément très bons ou des choses comme ça. Donc après, le fait, si elle les égouille tous, ça sera un plaisir. Hein. C'est comme dans Spider-Man, le premier, quand il casse la gueule du mec, quand il a enfin ses pouvoirs. J'adore cette scène. Hein. Est-ce que tu sais comment elle les égouille ? Elle fait de la télépathie, donc à mon avis, elle doit avoir un truc où elle est... Je sais pas exactement, mais... La télépathie, c'est quand on communique par la pensée avec d'autres personnes ? Ouais, alors peut-être qu'elle fait pas de la télépathie, peut-être qu'elle est télékinésie, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est quoi télékinésie déjà ? C'est quand on fait bouger les objets. Oui, par bah la voilà, pensée. ah bah, elle fait ça. C'était pas la bonne télé, mais on y était presque. Oui, elle fait un truc avec son cerveau qui a un impact sur la réalité. Voilà. Est-ce que toi, tu penses que je vais aimer ? Je pense que tu vas aimer. Après, comme tu as beaucoup d'anticipation, tu peux être déçu. Je pense effectivement que tu vas pas avoir peur, mais je pense que ça va te plaire, qu'il y a plein de thèmes dedans qui vont te plaire. Par contre, quand on en avait parlé récemment, tu m'avais dit que t'aimais pas De Palma. Non, je suis pas très fan. Après, est-ce que t'aimes pas De Palma ou est-ce que t'aimes pas Scarface ? J'aime pas Scarface, j'aime pas le Black Dahlia, là, j'aime pas... J'en ai vu pas mal de lui quand même, et j'en ai vraiment aimé pas beaucoup. Il Ouais. a fait quoi d'autre Il a fait Possession, il a fait Body Double, qui sont, enfin, pour le coup, très très bien. Ok, bah, je les ai pas vus, je crois. Possession Non, je pense pas que j'ai En vu. fait, mais c'est marrant parce qu'on va faire Suspiria bientôt, spoiler, dans ma partie à moi. Et il y a énormément de parallèles entre Dario Argento et De Palma. Et notamment tous les thrillers un peu horrifiques qu'il a fait. Que moi j'aime beaucoup. Du coup, il a aussi fait Le Fantôme de l'Opéra, qui est génial. Ah, ça, je l'ai pas vu. Mais ouais, De Palma, en fait, j'aime pas son côté... Il y a un côté un peu too much. Outrancier. Ouais, outrancier, qui parle pas trop à ma sensibilité, quoi. Ouais. Moi, c'est un aspect que j'adore chez De Palma et aussi l'outrance visuelle et le camp qu'il y a dans beaucoup Oui, de ses j'allais dire, films. c'est très camp, quoi. Ouais. Et ça fonctionne pas très bien dans un film qui a une portée plus réaliste, entre guillemets, comme Scarface. Alors que dans les thrillers horrifiques qu'il fait, forcément, là, ça prend tout son sens parce que l'horreur se prête très bien à l'outrance et aux couleurs très criardes, etc. Je pense que Carrie est assez différent dans sa filmographie. Donc, je pense quand même que sur ce plan-là, tu seras pas trop offensé par la De Palmaïtude de De Palma. On va te montrer l'affiche. On va faire notre petit jeu et tu vas nous dire en regardant l'affiche du film ce que tu penses qui va se passer dans le film. Même si tu as une petite idée déjà. Ah, Sissy Spacek. Mais c'est la mère qui joue ça, non ? Non. Ah bon ? C'est elle, Sissy Spacek ? Mm. Moi, je sais pas trop ce qui c'est, alors. John Travolta, ok. Why not ? Et Piper Laurie, je vois pas qui c'est. Tu vois qui c'est. Pourquoi elle est dans quoi ? Elle est dans Twin Peaks. Elle joue Catherine. Oh, c'est vrai ? Ouais. Trop drôle. Ok, l'affiche est séparée en 2 parties. Ah, ça va m'angoisser, je sens, elle a déjà un sourire de folle. Mais il faut dire que Sissy Spacek, son visage est marqué à vie par Carrie, quoi. Et elle était faite pour jouer ce rôle. Du coup, à gauche de l'image, elle est avec une couronne de prom queen. Elle a des fleurs dans la main, elle a l'air très heureuse. C'est horrible parce que, évidemment, ils sont en train de se foutre de sa gueule. Et dans la deuxième image, elle est couverte de sang, elle porte
porte la même robe et elle a l'air complètement folle. Mais elle a l'air complètement folle dans celle de gauche aussi. Hein. Elle a l'air juste complètement folle, mais genre... Et dans celle de droite, elle a l'air complètement folle. Je vais tous vous tuer. Ça va m'angoisser. Je pense que ça va un petit peu t'angoisser. Ouais. Mais honnêtement, je pense pas que ça va t'angoisser plus que Shining, par exemple. On verra, mais je pense que Shining a un degré d'angoisse supplémentaire. Ouais, mais en fait, le côté une meuf qui est maltraitée par ses camarades de classe et qui devient complètement branque, c'est un peu une angoisse existentielle, quoi. Écoute, j'ai très hâte que tu le découvres. Je pense que toi et moi, on n'est pas angoissés par forcément les mêmes aspects de ce film, donc ça va être intéressant à regarder. C'est parti ? Ouais. Allez. It's the night of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there, even Carrie White. The girl no one likes. We're all sorry about this incident, Cassie. It's Carrie! And everyone makes fun of her. Pray, Carrie! But tonight, no one will laugh at Carrie. If you don't have a date for the prom next Friday, would you like to go with me? She's with the best-looking boy in the senior class. He's trying to trick me again. She'll be voted queen of the prom. You know, I can make sure that you don't hurt Carrie White anymore. For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare. Ça y est, on a vu Carrie. Qu'est-ce que tu as pensé du film ? C'est pas mal. J'ai pas été bouleversée ou subjuguée. J'ai pas été hantée pour toujours. Non, déjà, vraiment, ça fait pas peur. Mais en plus, j'ai pas été non plus... Je suis pas tombée amoureuse du film, quoi. Tu le décrirais comment en 3 mots ? Malaisant, beau visuellement, sanglant. Bien dit. Je l'ai inclus dans la liste parce que je savais que tu avais très envie de le voir, qu'il y avait des thèmes qui, à mon avis, allaient te parler et que ça reste quand même un gros classique de l'horreur qui est mentionné dans tous les classements, etc. Mais j'avais quand même mes doutes sur le potentiel du film pour te choquer parce que je savais que c'est un film qui fait pas du tout peur et que c'est pendant les 2/3 juste un drame adolescent, en fait. Oui, c'est ça. Après, ce qui était très cool, et on va en parler, c'était le côté retrouver toutes les références que j'ai vues dans plein d'autres films et séries adolescentes, parce que pour le coup, j'en ai vu énormément. Voir d'où elles venaient, parce que très clairement, il y a une filiation, quoi. Ouais. C'est pas le plus rock'n'roll de ceux que je vais te montrer. Mais... C'est pas le moins non plus. C'est pas le ça pourrait être le moins. Ah oui, merde. Est-ce que je vais être traumatisée ? 1h38, trop bien. C'est quoi ton rapport au film, toi ? Je sais que tu es fan de Stephen King, donc au livre et au film, j'imagine. Oui, alors j'ai apporté le livre avec moi, ce qui ne sert à rien puisque ceci est un podcast, donc vous ne pouvez pas le voir. Mais oui, C'est ton totem, c'est ton totem du genre. J'ai une très très vieille copie, très usée de Carrie. Parce que oui, j'ai lu le livre à l'époque où j'ai aussi découvert Shining, Charlie, etc. J'étais très fan. Et le film, j'ai mis un petit peu plus de temps à le voir. Et en fait, l'expérience, je ne sais pas si c'était la première fois que je le voyais, mais l'expérience dont je me souviens le plus, c'est en 2011. Je travaillais sur une liste des 50 meilleurs films d'horreur de tous les temps pour Time Out Paris. Et je vivais à New York à l'époque et il passait au cinéma. Et donc, je suis allée le voir au cinéma et en fait, c'est vraiment une expérience qui m'est restée parce que voir ça sur grand écran, que ce soit la scène d'ouverture ou la scène du bal, c'était assez bouleversant. Et donc, depuis, je ne l'ai pas beaucoup revu parce que je suis d'accord avec toi, ça fait pas très peur et en fait, je préfère revoir certaines scènes et écouter la musique, notamment de Pino Donaggio que j'adore. Et donc, la bande-son, pour le coup, c'est un album que j'ai écouté énormément. Mais le film en lui-même fait pas forcément partie de mes préférés. C'est même pas un de mes 2 Palmas préférés. Mais c'est vrai que le livre m'a beaucoup marqué à l'adolescence et je trouve quand même que c'est une très bonne adaptation. Heureusement, le film t'a quand même fait un petit peu réagir, donc tout n'était pas perdu. Wow, 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 wow. Wow, oh. Oh. Non. Oh là 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 là. C'est plus de l'angoisse pour elle parce que je savais que ça allait mal se finir. Hein. J'ai vu les images. Même quand j'avais fait le résumé du film en intro, j'étais quand même pas très très loin du compte. Donc j'avais une bonne notion de ce qui se passait dans Carrie. Et donc voir les moments d'allégresse qu'elle peut avoir, c'est traumatisant en pensant à ce qui va lui arriver après. Et c'est juste stressant parce qu'elle ne sait pas se comporter en société, cette Carrie, la pauvre.
C'est vrai qu'elle a des petits soucis. Pour les gens qui n'auraient jamais vu Carrie ou qui ne s'en souviendraient plus et qui n'auraient pas vu toutes les références pop culturelles à ce film depuis des décennies, est-ce que tu peux résumer l'intrigue en 30 secondes ? Carrie, c'est une jeune adolescente de 16 ans qui ne sait pas ce que sont les règles et qui est martyrisée par les filles de sa classe et par sa mère qui est une chrétienne intégriste qui met des portraits de Jésus partout chez elle et qui la force à prier et qui a une peur phobique du péché. Et Carrie a aussi des pouvoirs de télékinésie. Elle fait bouger des choses et elle commence à comprendre qu'elle a ce pouvoir aussi. Et elle commence à le contrôler. Et en fait, elle va être invitée au bal de promo. On va pas rentrer dans les détails ici, mais par un concours de circonstances. Et au bal de promo, il y a certains élèves qui vont se venger d'elle, enfin se venger, ils n'ont rien à se venger, qui vont la martyriser et elle va se venger sur tout le lycée et tous les trucider. Voilà. Une belle morale, là. Exactement. Tu l'as dit, c'est un film qui a eu énormément d'influence sur la pop culture. Et pendant qu'on regardait le film, tu voyais déjà un petit peu certaines références qui te revenaient. Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir l'œuvre aujourd'hui et de comprendre toutes ces références-là ? Je pense que c'était le meilleur aspect du film, honnêtement, pour moi. Surtout les références dans Buffy, parce que c'est une de mes plus grosses références personnelles aussi. Mais par exemple, le personnage d'Amy dans Buffy, qui est une sorcière, qui est martyrisée par sa mère... et qui a des pouvoirs magiques aussi. Très clairement, c'est inspiré de Carrie. Même la maison où elle habite et la présence oppressante de sa mère, ça évoque Carrie. Et il y a plein d'autres aspects. De toute façon, les schémas des teen movies en général sont toujours très similaires. Et donc, le côté... les cool kids du lycée qui martyrisent quelqu'un qui est à la marge, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve partout. Et c'était assez cool de voir The OG, quoi. Comme beaucoup de monuments de la pop culture, c'est un film qu'on retrouve dans pas mal de références queer. Il y a souvent des références à Carrie dans Drag Race, par exemple. Ouais. Et dans un des exemples les plus récents de la reprise en référence de Carrie, il y a un film français qui s'appelle 3 nuits par semaine, qui se termine dans un bol où on renverse un seau de paillettes sur un des personnages principaux. Et donc, c'est une référence ouverte à Carrie. Le film fait plein de références pop culturelles, mais c'est vrai que c'est marrant de voir à travers les générations et les décennies, il y a toujours un seau quelque part. Et c'est vrai que cette scène-là est vraiment mythique. Et c'est marrant parce qu'il y a John Travolta qui joue dedans. Et forcément, c'est à la même époque à peu près. Alors, je ne sais pas si ça vient avant ou après Grease. J'imagine que ça vient avant. C'est avant. Il n'était pas connu jusqu'à ce que le film sorte. Il y a Grease qui est un autre monument du teen movie, qui pour le coup est un monument beaucoup plus fun, mais où il joue un peu un connard aussi, Danny Zuko. Et c'est un de mes films cultes. Donc, tout ça, ça évoque aussi des choses. Et forcément, c'est un peu la même ambiance aussi que Grease, mais en beaucoup plus dark et moins fun. On va passer au recap du film, qui commence d'abord avec un cours de volleyball. Ouais. Et alors, les cours de volleyball, très populaires dans les films pour ados. C'est clair. Et toujours un élément aussi où c'est une façon de montrer que vraiment l'héroïne, elle n'est pas douée, quoi. C'est ça, parce que tu te dis, si même ça, elle n'arrive pas à maîtriser, c'est que vraiment... elle en tient une grosse couche. Ceci dit, moi, les cours de volleyball, j'étais pas bonne non plus. Hein, donc moi non plus. Enfin, clairement, c'était... j'avais mal au poignet. Moi, c'était un des endroits où j'avais le plus peur d'être harcelée. C'était pendant les cours de volleyball. Parce que clairement, je me disais, c'est trop la honte. Oh non, c'est elle. Elle est nulle. Oh, pauvre Carrie. Cette musique qui se poursuit dans la longue séquence d'ouverture, qui est très 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 connue, puisque c'est une longue séquence de ralenti. Avec plein de seins. Dans les vestiaires des filles, qui est un faux plan séquence, il me semble. Et où donc on voit d'abord les filles dans les vestiaires, et ensuite on va lentement vers la douche où Carrie se trouve. T'as pensé quoi de cette scène ? Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est le vestiaire le plus animé de l'histoire des vestiaires. On dirait, c'est limite s'ils leur ont pas donné des oreillers pour faire une bataille de polochon, quoi, parce que tu sens que ça les émoustille. Hein. C'était vraiment genre, des filles qui courent et qui rigolent avec les seins qui, se balancent dans le vent, quoi. C'est vraiment, franchement. Bon, en vrai, si vous n'avez pas vu la scène, il n'y a pas des seins qui se balancent dans le vent. Il y a des seins partout. Oui, il y a des filles à poil qui sont dans les vestiaires, quoi. Ouais, mais c'est le fruit d'une époque, et j'espère que toutes ces actrices étaient majeures. Mais ça reste un vestiaire de personnages qui sont censés être adolescentes, qui sont toutes nues et qui sont sexualisées de façon très évidente par la caméra. Donc ça m'a un petit peu dérangée comme lancement de film. De toute façon, c'est Brian De Palma, moi je suis pas une grande fan et c'est un peu pour ces raisons-là aussi, quoi.
Une des choses qui me dérange aussi dans cette scène, c'est qu'esthétiquement, elle me rappelle beaucoup les clichés de Très jeune fille de David Hamilton, jusque dans l'esthétique un peu rose pâle, tout en pastel et tout ça. Et de toute façon, c'est un peu la même époque. Pour moi, on retrouve vraiment cette esthétique-là qui était très populaire à ce moment-là aussi. C'est-à-dire qu'on sexualisait des corps de très jeunes femmes, voire de jeunes filles. Et je trouve ça dérangeant, en fait, quand je vois cette scène, parce que c'est tout de suite ça que ça m'évoque. Alors, ce qui se passe, c'est que la caméra se rapproche de Carrie qui est restée seule dans les douches, qui se caresse. Vraiment, elle prend le temps de se caresser, quoi. Elle se met le savon partout. La caméra... Ouais, elle se douche, quoi. Elle se savonne. Ouais, non, mais Anaïs... Enfin, moi, je me douche pas comme ça, hein, c'est... Certes, non, mais c'est parce que tu dis elle se caresse. Elle se caresse pas, elle se savonne. Elle se savonne, mais la façon dont la caméra filme ça et la façon dont c'est mise en scène, très clairement, il y a quelque chose de sexualisant, encore une fois. Oui, d'érotique, quoi. Oui, et d'érotique. Elle est en train de passer le savon partout, la caméra s'attarde sur chaque partie de son corps alors qu'elle est en train de passer le savon. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est la révélation. C'est-à-dire qu'elle a du sang qui commence à couler, elle a ses règles, et on comprend très vite à sa panique qu'elle ne sait pas ce que c'est. Donc elle commence à se ruer sur les autres filles qui sont en train de rigoler toutes entre elles, et elle leur met du sang de règles partout parce qu'elle est là, je suis en train de mourir, aidez-moi, aidez-moi. Et la réaction des filles, c'est qu'elle commence à la martyriser et à lui hurler dessus et à se moquer d'elle. Très clairement, quand Carrie est filmée sous la douche, là, il y a un regard érotique qui crée, comme tu l'as dit très bien, une espèce de rupture au moment où on se rend compte qu'en fait, elle a ses règles et donc on revient un petit peu à la réalité. C'est sûr que De Palma a souvent été critiqué pour la manière dont il filme les femmes et surtout que c'est le cinéaste de la pulsion et de l'obsession. D'ailleurs, ces films s'appellent comme ça. Et le voyeurisme occupe une place très importante dans tous les films de Palma. Donc clairement, là, il y a quand même un truc très voyeuriste où on pénètre dans le vestiaire des filles, qui est censé être ce lieu interdit. On est dans les années 70 et très clairement, il y a quand même une volonté de dire, regardez, je vous montre un peu les coulisses de cet espace fantasmé par les garçons. Donc ça, je suis d'accord là-dessus. Mais je pense aussi que ça fonctionne très bien avec le propos du film, surtout de commencer comme ça. Parce que, déjà, le sexe est omniprésent dans le film. Sûr, ouais. Et la manière dont le sexe est utilisé pour contrôler ou manipuler un peu tous les personnages, ou les opprimer carrément. Et il y a aussi le fait que, justement, là, on est à un âge charnière où elles ont 16 ans et en fait, la plupart autour sont, entre guillemets, devenues des femmes. C'est-à-dire que Carrie a ses règles très tard par rapport au reste du groupe. Et donc, ça crée vraiment une espèce de contraste et de dissonance, de pénétrer dans cet univers avec des femmes qui sont toutes très à l'aise avec leur corps et qui ont une vie sexuelle active, on le voit après dans le film. Et Carrie qui nous est montrée de la même manière, sauf que en fait, elle, dans sa tête, elle est pas du tout une femme. Et dans son corps physique, elle est à peine en train de le devenir. Et donc, je pense que ça peut fonctionner comme ça, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que... je comprends que voir cette scène-là et la découvrir pour la première fois maintenant, ça peut choquer. Je pense que je reste encore sous le charme de la première fois où je l'ai découverte et de la musique qui, moi, me bouleverse. Oui, mais je comprends parce que même la façon en fait dont elle est filmée, où c'est érotisant, très clairement, la façon dont elle se savonne, on comprend aussi quelque chose du personnage, on comprend qu'elle est dans son univers et qu'elle se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de faire parce que c'est pas normal, entre guillemets, de se savonner comme ça dans les douches du vestiaire. Surtout que quand elle est chez elle, où elle est complètement opprimée par sa mère et où clairement, je pense que si sa mère la voyait sous la douche comme ça, elle ferait un infarctus. Ouais, c'est ça. C'est un espace limite de liberté pour elle. Mais après, très clairement, on sait aussi que c'est un regard masculin et que De Palma, le male gaze est bien présent chez lui. Oui. Et là, oui, ça se sent quand même un petit peu. On va écouter du coup ta réaction pendant le savonnage. Oui, ça fait plaisir De Palma, là. Ça, c'est quand elle a du sang. Voilà, c'est ça. Et donc là, on comprend pourquoi, puisque c'est vrai que ça crée quand même cette petite réaction de... En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on est un peu comme dans un rêve. Et puis, d'un coup, on est rappelé à la réalité de manière assez brutale. Et tout de suite, on flippe, en fait, parce qu'on se dit « Oh là là, quelle horreur !» Bon, ça a quand même réussi quelque chose, c'est à susciter une grosse angoisse chez toi, puisque dès que tu la décris, elle se rend compte qu'elle a ses règles, elle demande de l'aide à ses camarades, et tout de suite, elle devient la risée du vestiaire, et ça t'a un petit peu traumatisée. Oh non, c'est horrible, la pauvre. Oh non. Elle sait pas ce que c'est que les règles? Oh non. Oh là là, mais quel enfer!
On a l'impression de voir une meute, en fait, qui lui hurle dessus et c'est filmé comme ça, en fait. Donc, c'est très traumatisant. Et en même temps, c'est marrant parce qu'il y a une prof qui vient, la prof de sport, qui a un personnage important dans tout le reste du film, qui vient l'aider à ce moment-là et la sauver. Et après, quand elle en parle, la prof au proviseur plus tard, elle dit qu'elle-même, elle avait envie de la secouer. Et c'est le sentiment qu'on a aussi en regardant le film. C'est-à-dire que, en même temps, c'est un personnage qui est très sympathique parce qu'elle est aussi pathétique. Mais on a envie vraiment, de la secouer, en fait, et de lui dire, meuf, reprends-toi, quoi. Et ça, c'est pendant tout le film. Hein. Il y a plein de moments où je suis là, bon, allez, un peu de... La pauvre, elle n'est pas aidée, quoi. Elle a une mère horrible. Enfin, bon, bref. Ouais, mais je trouve que c'est très malin, justement, d'avoir donné cette réplique-là à la prof. D'ailleurs, c'est un truc qu'il y a dans le livre aussi. Parce que, effectivement, ça montre que tout est plus nuancé dans le film. Qu'il n'y a pas que des atroces méchantes qui la harcèlent et qu'elle, c'est une petite victime innocente. En fait, la prof elle-même se sent un petit peu coupable parce qu'elle a envie de lui coller une baffe. But see, the thing is, Morty, that I knew how they felt. See, the whole thing just made me want to take her and shake her too. You know what I mean? It was just her period, for God's sake. Well, we'll send her home. Miss Finch, you're sending Cassie right. It's Carrie White. Je voulais revenir un petit peu sur la genèse de Carrie, puisqu'en fait, l'adaptation est assez fidèle au livre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Stephen King, quand il était jeune adulte, quand il avait 18-19 ans, il travaillait avec son grand frère dans un lycée où son frère était concierge. Et un jour, on leur a dit de nettoyer les douches des vestiaires des filles. Et il a eu cette espèce de découverte d'un univers caché qu'il ne connaissait pas. Il était assez fasciné. Et en fait, il était frappé par les différences entre le vestiaire des filles et le vestiaire des garçons qu'il connaissait bien. Notamment, il a remarqué les distributeurs de produits hygiéniques. Et c'est son frère qui lui a dit « Ah oui, c'est des bouchons de chatte ». Et d'ailleurs, dans le livre et dans le film, elles lui disent « plug it up ». Donc, en gros, bouge-toi la chatte, quoi. C'est d'ici élégamment. Voilà. Mais c'est factuel. Hein. Oui. Il a aussi remarqué que les douches des filles avaient des rideaux, alors que chez les garçons, il n'y en avait pas. Ça l'a aussi frappé. Et son frère a fait remarquer que les filles étaient peut-être plus timides concernant leur intimité que les garçons. Et à ce moment-là, il a eu l'idée d'une scène d'ouverture pour un livre avec des filles qui donc prendraient leur douche dans un vestiaire, mais qui n'auraient pas ce confort de l'intimité, qui n'auraient pas de rideau. Et l'une d'elles a ses règles. Et en plus, elle comprend pas ce qui lui arrive. Et forcément, comme il n'y a pas de rideau, ses camarades commencent à se moquer d'elle et ça crée tout de suite un malaise. Il s'est demandé comment elle pourrait se défendre dans cette situation. Et il avait lu un article quelques années plus tôt sur la télékinésie. Et c'est comme ça qu'il a un peu formé la première idée pour Carrie. Mais il a laissé mariner, ça lui plaisait pas trop. Il trouvait que l'histoire avait beaucoup de problèmes, il se sentait pas investi émotionnellement, il aimait pas Carrie comme personnage. Et donc, à 26 ans, il a commencé à écrire le bouquin, mais il l'a mis de côté. Et c'est sa femme qui a trouvé le brouillon et qui lui a dit « J'ai vraiment envie de connaître la suite, il faut que tu reprennes ». Et il lui a dit « Honnêtement, je suis mal à l'aise pour écrire un livre avec que des personnages féminins, j'y connais rien, ça sonne pas vrai ». Et sa femme lui a dit « Je vais t'aider ». Et donc, sa femme l'a aidé à rajouter un petit peu plus de perspectives féminines dans le livre. Elle est créditée Oui, elle est remerciée à la fin du livre. Marie, elle est vraiment venue en mode gender warrior aujourd'hui. C'est bien parce que du coup, ça me met dans la position de, je sais pas, c'est la position non, mais c'est comme dans Jane Eyre, c'est la position inverse. C'est ça. Mais oui, elle a été remerciée et puis du coup, cette histoire est très connue et la femme de Stephen King est souvent créditée pour plein de choses. Okay. Donc, il s'y est remis, il a décidé de fouiller dans ses souvenirs du lycée et il s'est inspiré de 2 filles qui étaient les bisous de son époque. La première avait une mère qui vivait dans une caravane et qui avait embauché Stephen King pour l'aider à déplacer des meubles chez elle. Et quand il est arrivé, il a vu un énorme Jésus sur la croix, grandeur nature, dans le salon. Et la mère de cette fille a commencé à lui dire « C'est mon sauveur, est-ce que toi aussi tu as été sauvée ?» Et ça l'a terrifié. Et il s'est dit que ça expliquait sans doute pourquoi cette fille au collège était très discrète et mal dans sa peau si elle avait grandi avec cette mère-là. Et il y en avait une autre qui était la risée du lycée parce qu'elle portait tous les jours les mêmes vêtements. Vraiment. Il y en avait une dans mon collège comme ça. Ouais, voilà, mais vraiment tous les jours. Enfin, il le raconte dans ses mémoires, c'est de là que je tire cette histoire. Et il dit vraiment, j'exagère pas, c'était tous les jours. Et il y a un jour à la rentrée, elle est arrivée avec de nouveaux vêtements, une permanente. Elle s'était un peu fait un relooking. C'était une nouvelle femme. Et en fait, il raconte que ça n'a rien changé, que le harcèlement a redoublé contre elle. Bah oui, parce qu'elle avait fait un effort en plus. Voilà, c'est ça. Et qu'on l'a jamais autorisée à passer d'une case à une autre. Et donc, je pense qu'on voit ça dans Carrie aussi avec le bal où, en fait, elle est quand même très jolie et puis elle arrive au bal de promo et tout se passe bien et en fait on la laisse quand même pas gagner.
Et ça, c'est vraiment atroce. Et il a écrit... Elle gagne bien à la fin, quand même. Hein. Oui, mais ses camarades n'ont pas trop envie de la laisser gagner, quoi. Stephen King écrit dans son livre que même après toutes ces années, il n'a jamais réussi à aimer vraiment Carrie. Mais grâce à ces 2 filles, j'ai fini par la comprendre un peu. J'ai pitié d'elle, mais j'ai aussi pitié de ses camarades de classe, car j'ai jadis été l'un d'eux. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Oui, on le sent. Mais moi, voilà. J'aime bien ça aussi dans le film, mais on va en parler. Ouais, c'est ça. C'est que les personnages qui harcèlent sont quand même humanisés, quoi. Ouais. Et justement, parlons de Carrie dans le film. Comment tu la décrirais ? Elle est frêle, en fait. Enfin, je pense que c'est ce qui la caractérise le plus. C'est-à-dire qu'elle a l'air... elle se cache derrière ses cheveux. Elle est toute fine, frêle, timide. Elle fait fragile, en fait. Alors qu'au final, elle l'est pas parce que... Enfin, elle est psychologiquement très fragile, je pense. Ouais. Mais elle a un pouvoir qui surpasse tout ça. C'est une vicosse. Désolée, mais c'est comme ça qu'elle est présentée dans le film. C'est-à-dire qu'elle sait pas se comporter en société. En plus, elle sort des trucs quand il faut pas. Elle a vraiment pas les codes. Et c'est assez émouvant. En même temps, ça provoque justement cette envie de la secouer. Mais il y a un côté aussi émouvant. Et puis, j'ai été adolescente, j'ai dit les choses qu'il fallait pas dire, je me suis comportée de la façon dont il fallait pas se comporter, j'ai été moquée ou des choses comme ça. Et donc, ça réveille des choses. Mais c'est aussi pour ça que j'ai du mal à la supporter parce que j'ai un peu... ça fait remonter vraiment les pires moments où t'es là, oh là là, meuf, ne fais surtout pas ça, quoi. Enfin, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Ouais, c'est un peu le même malaise que Pen 15, mais il y a 50 ans, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Sissy Spacek dans le rôle ? Elle est très bien. Ce qui est assez frappant avec cette actrice, c'est qu'elle a un physique très particulier. Elle est très jolie, mais elle a quand même une tête chelou. Oui, elle a une tête d'extraterrestre, mais de très belle extraterrestre. C'est ça, et elle a ce regard vraiment perçant avec des yeux très très clairs, et ça fonctionne tellement bien dans le film, et ce qui est fou, c'est que ça fonctionne aussi bien pour montrer toute la vulnérabilité dont tu as parlé, mais aussi pour, quand elle devient méchante, pour montrer l'aspect menaçant du personnage. Et moi, je la trouve vraiment exceptionnelle dans ce rôle. Il y a Carrie, mais il y a aussi la mère de Carrie. Tu penses quoi d'elle ? C'est la pire de toutes. Non, c'est l'origine du problème, en fait. C'est la plus grande méchante. C'est-à-dire qu'il y a des filles dans le lycée, il y en a une en particulier qui est très méchante et qui va être celle qui va martyriser le plus Carrie. Mais clairement, si Carrie avait une mère qui la soutenait et qui lui donnait confiance en elle, déjà, elle serait pas comme ça au lycée. Elle aurait beaucoup plus confiance en elle. Hein. Et elle développerait pas ses mécanismes de défense et même la scène finale serait différente parce qu'au final, ses camarades ne rient pas. Il y en a que 2 ou 3 qui rient quand il lui arrive le truc du saut de sang et c'est parce qu'elle entend la voix de sa mère qui lui dit « ils vont tous se moquer de toi, ils vont tous se moquer de toi » qu'elle les imagine rire et qu'elle a cette réaction après. Donc on sent vraiment que la mère, c'est le personnage diabolique en fait et la grande méchante de l'histoire, quoi. Tu l'as dit, elle est obsédée par la religion et très 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 rigide sur la religion. Et en plus, elle est maltraitante avec Carrie puisqu'elle l'enferme parfois dans un placard. Comme Harry Potter. Ouais, et elle la frappe. Elle est obsédée, c'est plus que la religion, elle est obsédée par l'idée de péché en fait. Pas des poissons. Non, pas péché des poissons, du péché originel. Et elle est vraiment obsédée par ça, en fait. The first sin was intercourse. The first sin was intercourse. The first sin was intercourse. C'est génial. Moi, elle me fait beaucoup rire. Mais fun fact, Piper Laurie pensait qu'elle jouait dans une comédie noire pendant tout le film. Ce qui explique pourquoi elle est complètement folle dingue. Ouais, ça marche bien. Hein. Voilà, c'est ça. Alors que tous les autres personnages sont dans un drame, mais elle est dans un soap. Ouais, c'est génial. Ouais. Qui donc jouait Catherine dans Twin Peaks. Elle t'a fait beaucoup réagir, on va l'entendre. Et tout ça, ça vient des premières scènes où on la découvre. Oh, mais quel enfer! First thing was intercourse. First thing was intercourse. First thing was intercourse. Mama, I was so scared that I was done. And the girls, they all laughed at me. And he was weak. Say it. No! Say it. No, Mama! Oh, Catherine! He was weak. He was weak. Vraiment, quand il y a une mère qui s'appelle Mama dans une série ou un film américain, je pense aussi à Sharp Objects, c'est que la mère va pas très bien quand même. C'est clair. Et donc, juste après cette première scène de maltraitance, Carrie est enfermée dans le placard et là aussi, tu as pas mal réagi. Wow. Ah ouais. Et c'est Dark Matilda en fait, ce truc. Wow. Mais elle a des tampons ou pas ? Mais putain, mais Jésus est partout dans cette maison, c'est horrible. Tu peux pas te retourner sans voir Jésus, quoi. Toi qui trouvais qu'il y avait trop de Jésus dans Conjuring.
La religion, quand même, a un élément important du genre de l'horreur. Bah, surtout le catholicisme. Hein. Ouais. Parce que alors C'est là, vrai. vraiment, 3 films. Hein. C'est vrai. T'étais pas mal stressée par la mère et tu étais très stressée par le harcèlement de Carrie. Oh là là, quel enfer. Oh là là, non, mais c'est... Elle peut pas s'en sortir, la pauvre. Il faut juste qu'elle les tue, c'est sûr, mais parce que vraiment, elle a rien pour elle. C'est pire que Conjuring, ces scènes, c'est vraiment... T'es angoissée? Angoissée, non, mais stressée, oui. Enfin, juste... C'est horrible, quoi. Oui, la pauvre. Qu'est-ce que tu penses de la représentation du harcèlement dans le film ? C'est quand même le truc qui t'a fait le plus réagir, je pense. Je trouve que le film est très efficace sur le harcèlement. C'est-à-dire qu'on s'y croit, hein, et quand on en a vécu soi-même, ça rappelle des souvenirs, même si, bon, quand même pas à ce point-là, quoi. Ce que j'ai trouvé intelligent, c'était le personnage de Sue et le mec de Sue aussi, où tu vois qu'ils participent eux-mêmes à des moments de harcèlement, mais qu'en fait, ils sont pas méchants, qu'ils sont entraînés un peu dans cette vague parce que c'est un effet de meute un peu, mais que eux-mêmes ont... un sentiment de culpabilité, ont envie d'être gentils et que c'est juste la nature souvent adolescente aussi de participer à ce genre de rites qui sont presque des rites initiatiques pour les adolescents, même qui sont carrément des rites initiatiques pour les adolescents, aux dépens d'autres adolescents. Et d'ailleurs, il y a plein de victimes de harcèlement qui eux-mêmes te raconteront qu'eux-mêmes ont participé parfois à d'autres moqueries par instinct de survie ou des choses comme ça. Et je trouvais que le personnage de Sue, justement, était bien pour ça parce que on sent que c'est au final une adolescente qui est très bien, qui est gentille, qui a eu un moment assez horrible de comportement, mais qui veut se rattraper. Et il y a en parallèle, par contre, des adolescents qui sont vraiment méchants. C'est le personnage de Chris et son mec qui est joué par John Travolta, qui pour le coup sont vraiment mauvais et mesquins et très très cruels. Et j'ai trouvé justement ces distinctions assez saines et intelligentes et représentatives de ces systèmes de harcèlement justement, où souvent tu as 2 ou 3 leaders qui sont vraiment cruels et horribles et qui resteront des horreurs toute leur vie, hein, et qui ont cette tendance harcelante de toute façon un peu dans leur comportement en général, parce qu'ils aiment l'emprise, mais t'en as aussi beaucoup qui suivent le mouvement par instinct de survie ou par envie de popularité, quoi, ou pour pas faire trop bouger les lignes. D'ailleurs, le mec de Chris, lui, il sait même pas qui c'est Carrie, donc on sent aussi qu'il le fait un peu, c'est ce dont je parlais avec la manipulation par le sexe au début, c'est-à-dire que lui, il le fait pour plaire à Chris, parce qu'elle lui taille une pipe au moment où elle lui dit, je déteste vraiment Carrie White, et ce que je trouve très malin aussi, c'est que quand il arrive au bal de promo pour mettre à exécution le plan, et quand il aperçoit Carrie, il dit « Ah, elle est super mignonne ». Et ça aussi, ça rajoute encore un petit peu plus de nuance au fait que peut-être que lui, si elle était, tu vois, à un autre moment, dans un autre lycée, il l'aurait draguée. Et aussi le fait que Carrie, à ce moment-là, imagine une violence de la part de ses camarades qui n'est pas généralisée. Le pire, moi, c'est ce que je trouve le plus difficile, je pense, mais c'est aussi parce que pour le coup, moi, j'ai plus été harcelée par des profs que par des camarades, mais le fait de voir que son prof la harcèle aussi, je trouve ça vraiment horrible, puisqu'il se moque d'elle, en fait, et il se moque des autres élèves. Il lit un poème de Tommy, et après, il en profite pour se moquer de Carrie. Moi aussi, ça m'a choquée, cette scène. Après, je pense que c'est le genre de prof qui se moque de tous les élèves, mais il devrait pas, en fait. Donc, On va écouter ta réaction à cette scène où, en gros, il lit le poème de Tommy. Il se moque de Tommy et ensuite il dit « Est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire ?» Et là, Carrie dit qu'elle trouve le poème très beau. Anyone? Oh non. It's beautiful. Oh non. Écoute-toi. Non, mais c'est horrible parce qu'en fait, tu te mets à sa place. J'ai fait des trucs comme ça, tu vois. Oh, t'as dit c'est beau. Non, pas des trucs comme ça, mais où tu dis la mauvaise chose au mauvais moment et c'est utilisé contre toi pendant des mois après, quoi. Juste parce que t'as sorti un truc et c'est la honte, tu vois. Oui, et surtout que là, c'est un moment, encore une fois, de vulnérabilité où elle s'oublie un peu. Oui, on sent qu'elle est dans son monde, quoi. Ouais, voilà. D'ailleurs, tu t'inquiétais beaucoup pour elle et tu espérais qu'elle aurait une vie meilleure après ce film. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais... Okay, let's get back this now. I mean, it might be terrific. You might have a really good time. Toi, arrête de lui donner des conseils pourris. Toi, je sais pas, fuis cette ville, en fait. Ce qui se passe, c'est que la prof de PS punit les filles qui ont harcelé Carrie, donc toutes les filles, en fait, de la classe. Et elle les menace de les priver de balles de promo si elles ne viennent pas en détention faire de l'exercice.
Elle se prend notamment la tête avec Chris, la leader du groupe. Elle lui dit même qu'elle peut s'étouffer avec son chewing-gum si elle veut, donc elle est assez Elle la baffe virulente. quand même aussi. Ouais. Et tout ça va entraîner une chaîne de réactions. D'un côté, on a Sue qui cherche à se racheter parce qu'elle comprend qu'elle est allée trop loin et elle se demande ce qu'elle peut faire pour se racheter. Et à côté de ça, Chris, elle, veut se venger. Et ça va donner des deux côtés le même effet, qui est que Carrie va finir au bal de promo avec le mec de Sue, qui est un mec plutôt populaire et mignon, Tommy. Et ça va mal finir. Et la scène où je réagissais tout à l'heure en disant qu'il fallait que la prof arrête de donner des conseils pourris, c'est parce que Tommy, donc le mec de Sue, vient lui demander d'aller au bal de promo. Et Carrie dit non parce qu'elle pense qu'il se fout de sa gueule, ce qui est une bonne intuition. La prof de PS qui apprend ça, sur le coup, elle dit à Carrie mais non, il faut avoir confiance en toi. En vrai, c'est bien parce que après, la prof de PS va voir Tommy et Sue en leur disant à quoi vous jouez, quoi. Est-ce que vous vous moquez d'elle, arrêtez de lui jouer des tours. Mais sur le coup, elle essaie aussi d'encourager Carrie à avoir un peu plus confiance en elle, ce qui est une bonne chose. Mais vraiment, non, il faut pas qu'elle aille à ce bal de promo. Après, je sais ce qui va se passer à ce bal de promo, mais en général, juste, je sais pas, quand t'as traversé l'adolescence, tu sais justement que les adolescents ne changent pas et que quand t'es pas populaire, tu deviens pas populaire du jour au lendemain, quoi. C'est clair. Et donc, ce qui se passe, c'est que Sue demande à son petit ami d'inviter Carrie au bal de promo pour qu'elle se sente un peu plus intégrée au groupe. Et il se trouve qu'une des sbires de Chris passe dans le couloir au moment où la prof de PS est en train de les confronter. Donc, elle apprend que Carrie va aller au bal de promo. Et c'est à ce moment-là que l'autre, Chris, peut mettre à exécution son plan, qui sera de lui renverser un seau de sang de cochon sur la tête et de l'humilier publiquement. Après qu'elle soit élue reine du bal de promo. Le plan se met donc en marche, et pour ça, il faut que John Travolta aille chercher du sang de cochon quelque part. Ouais, alors ils vont loin quand même. Ils tuent un cochon. Tout à fait. Oh non. Ils vont chercher le sang de cochon. Mais ça va pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est horrible! Je sais pas, quitte à s'introduire par effraction quelque part, va dans une boucherie ou un truc comme ça et récupère du sang d'animal déjà tué. C'est sûr. Après, là, on rentre vraiment dans justement ce qui devient un peu plus horrifique. Oui, bien sûr, que... c'est pas logique, quoi. Ouais, et puis ça t'a quand même fait réagir, donc ça pousse le malaise encore plus loin que s'il était allé chercher un seau de sang déjà. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, on a Carrie qui se prépare pour le bal. Et là, pour le coup, c'est assez déchirant. Ça fait vraiment mal au cœur. Elle va faire les boutiques, elle essaye du rouge à lèvres, elle essaye d'apprendre à se maquiller. Ouais, c'est vraiment... Et on découvre aussi que sur son miroir, elle a collé une photo de Tommy à côté de son miroir dans sa chambre. Oh là là. La pauvre. Oh la pauvre. Et comme tu savais ce qui se passe dans le film, pendant que toutes les préparations du bal de promo se mettent en marche, tu commençais à être assez frustrée. Oh non mais c'est bon là, je sais ce qui va se passer, donc on y arrive en fait. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact négatif pour toi de connaître l'histoire ? Oui, bien sûr. Parce que je pense que j'aurais été plus surprise par le dénouement. Et même, il y a un côté très frustrant à savoir que ça va mal se finir et à la voir aller droit dans le mur. Même si, même sans le savoir, tu t'en doutes quand même parce que tu vois les autres avec leur sang de cochon, quoi. T'as sans doute plus de crainte si tu le sais pas parce que t'espères quand même que ça se passe bien. Oui, alors que quand ça. tu le sais, c'est plus de la frustration. Oui, j'étais moins investie dans l'histoire du coup, mais en même temps frustrée par toute la durée, tout le temps qu'il fallait pour arriver à ce point-là. Mais parce que je pense que dans mon esprit, surtout, cette scène arrivait bien plus tôt et qu'après, elle devenait une meurtrière qui se baladait partout et qui les tuait tous, quoi. Alors que ça se passe vraiment tout à la fin. Oui, en fait, le bal de promo conclut le film alors que... Enfin, quasiment, c'est le dernier tiers. Alors que toi, t'imaginais que le côté horrifique et violent allait arriver beaucoup plus tôt. Ouais. Le bal de promo commence enfin. Et ça se passe bien pour Carrie. Tommy est gentil avec elle. Ouais, il est mignon, Tommy. Ouais, je l'aime beaucoup, Tommy. On sent qu'il a quand même de la tendresse pour elle, voire même qu'il développe un petit peu un micro-crush quand même. Oui, on le sent. Et ça complique encore plus nos sentiments. Et le fait de voir que ça se passe bien pour elle au bal de promo, il y a la prof de PS qui vient, qui est hyper contente de la voir là, qui la prend dans ses bras, ça crée encore plus de stress. You don't let me catch you hugging any guys like that. No foul. You do anything.
Bah, c'est dur, hein. Ouais. On dirait la scène quand elle rencontre Sally où ils sont au téléphone et il fait juste. C'est clair, c'était un enchaînement de marmonnements. C'est ça. Mais oui, mais c'est beaucoup trop cruel, c'est horrible, la pauvre. Il y a une scène de danse qui est très jolie, un peu un plan séquence en tourbillon où ils sont en train de danser tous les deux. Et je trouve ça très émouvant à chaque fois de la revoir parce que c'est vrai que c'est un peu un moment de bonheur pour elle. Et le moment dont, en tout cas, c'est ce qu'on entend dans la pop culture américaine, dont toutes les jeunes filles lycéennes américaines rêvent à ce moment-là d'avoir un peu le mec le plus beau du lycée qui la prend dans ses bras, qui est en train de lui faire des compliments, lui dit attends, on va surtout pas draguer d'autres personnes. C'est très attendrissant. Et elle est en très train triste. de vivre son rêve. Exactement. Et ce qui se passe ensuite, c'est que à cause de Chris qui a manipulé les bulletins, Carrie et Tommy sont élus roi et reine de la promo et sont appelés à monter sur scène pour recevoir leur écharpe. Ça se trouve, ils auraient vraiment été élus aussi si elle n'avait pas manipulé les bulletins, hein, parce que tout le monde a l'air content qu'ils gagnent. Bah ouais, c'est ça. C'est encore plus déchirant de voir qu'au final, en dehors de Chris, qui elle-même, on sent, est aussi motivée par une espèce de fierté mal placée où elle n'a pas supporté que la prof de PS lui parle mal. Et, Il y a sa meilleure amie, Chris, avec la petite frange aussi. Ouais, elle, avec c'est la une vraie casquette. connasse. Hein. Ouais, Alors, c'est clair. Elle, c'est la pire, c'est sa sbire qui... Ouais. Mais c'est vrai que en dehors d'elle, on sent juste des gamins quoi, qui s'en fichent un peu au final de leur allégeance à l'une ou à l'autre et qui l'applaudissent quand elle monte sur scène. Et donc là, encore une fois, ça t'a fait réagir. Tommy Ross and Carrie White. Oh là là. Oh la pauvre, mais c'est horrible. Évidemment, comme je suis une grosse fragile, j'ai pleuré pendant cette scène. Tu pleures? Vraiment, cette musique, moi, ça m'achève. C'est tellement féerique, en fait. Enfin, on se met tout de suite dans sa perspective à elle de fille qui est en train de vivre un conte de fées. Ouais, mais je pense qu'à ce moment-là, je suis trop stressée pour même être émue, en fait. Parce que je sais exactement où ça va aller et c'est juste hyper cruel, quoi. Surtout que la scène du saut met beaucoup de temps à venir. En fait, De Palma fait durer le suspense, mais de manière qui paraît totalement ridicule. D'ailleurs, dans Les Incorruptibles, il y a cette scène des escaliers avec le bébé, le landau, voilà, qui est devenu culte. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ça dure de manière pas réaliste du tout. Non, mais parce qu'il y a Sue, en fait, qui vient au bal de promo, parce qu'elle a sacrifié son bal de promo quand même pour Carrie, Sue, ce qui est quand même assez gentil de sa part, et généreux. Et en fait, elle vient pour voir Carrie et Tommy et pour un peu profiter de son acte de bienveillance, quoi. Et sauf qu'elle voit qu'il y a un fil qui tient quelque chose et elle commence à retracer le chemin du fil. Elle voit qu'il y a un seau et elle retrace le chemin du fil en bas et elle voit qu'il est tenu par des gens sous l'estrade. Et ce moment, mais en fait, t'as l'impression que Sue est la personne la plus lente à la détente de toute l'histoire. C'est-à-dire que c'est genre... Ouh, je regarde, et je regarde, et après, attends, je vais regarder à nouveau pour voir où ça va, pour bien comprendre. Et c'est au ralenti, en plus. Oui. C'est tourné au ralenti, et en plus, on n'arrête pas d'entrecouper cette scène-là du visage de Chris qui est en train de tenir la corde, et avec John Travolta qui est hyper impatiente, et du visage de Carrie qui est aux anges, qui comprend pas ce qui lui arrive, elle est sur scène, en train d'être couronnée, et des plans du saut, donc c'est vraiment, mais ça dure, ça n'en finit plus. Et il y a la prof de sport qui avait un doute sur les intentions de Sue et qui du coup pense que Sue est en train d'essayer de jouer un tour à Carrie et va la mettre dehors. Donc tout ça aussi, ça dure et tout ça. Et pendant ce temps, il y a la vraie connasse qui est dessous là en train de tirer son fil. Voilà. C'est ça. Et ce qui se passe, c'est qu'elle finit par renverser le seau de sang sur Carrie. Et alors là, la scène est silencieuse. On n'entend que le bruit du seau qui tombe et du métal qui rebondit après. Et c'est aussi au ralenti, ça dure assez longtemps. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène ? Ouais, c'est bien. Après, je l'avais déjà vue. Hein. Ah oui ? Bah oui, c'est la scène du saut, quoi. Ah ouais, mais je pensais pas que tu l'avais forcément vue. Enfin, je pensais que t'avais peut-être vu des références à la scène mais ou des images. Des gifs ou des trucs comme ça. Mais du coup, ouais. Enfin, oui, c'est très bien. Puis j'ai bien aimé après le côté genre, wouh, ça part en... Ça part en freestyle. Voilà. Puisque 20 minutes avant la fin du film, la vengeance de Carrie commence enfin. Ah... That's right. La meuf insupportable. Le moment que tu attendais enfin. Bah ouais. Et qui n'a pas trop été à la hauteur de tes attentes, en fait. Non, pas trop. Pour l'instant, c'est que des jets d'eau, quand même.
Qu'est-ce que t'en as pensé de cette vengeance? Bof, honnêtement, il y a des moments qui sont pas mal. Je pense que la réaction que j'ai là, c'est peut-être quand la prof se fait empaler ou un truc comme ça. Ouais, En la fait, prof de PS. Voilà, ce qui est malin dans le film, évidemment, c'est qu'ils nous ont rendu sympathiques plusieurs personnages, comme Tommy, par exemple, ou la prof de PS, donc t'as pas envie de les voir mourir. Mais ceci dit, moi, je voulais que Carrie, elle regarde chacun et qu'elle, je sais pas, elle l'égorge avec ses yeux ou un truc comme ça, quoi. Et qu'il y ait plein de sang et tout. Et là, en Que ce fait, soit un peu plus graphique. ouais, là, c'est vraiment juste, elle fait tomber des échafaudages sur les gens et après, elle sort et ça explose. Donc, il faut passer plus de temps, là, à les regarder mourir. Non, je suis d'accord. Je pense que c'est une scène qui fonctionne très bien psychologiquement, mais qui, graphiquement, a perdu quand même de sa puissance. Elle a choqué au moment où le film est sorti, mais c'est vrai que quand on la voit aujourd'hui, on se dit, bon, c'est un peu petit joueur. Oui. Et je pense que ça souligne encore plus le côté très révolutionnaire et très subversif de l'Exorciste, qui date quand même de la même période et qui, pour le coup, est allé beaucoup plus loin. Avec le crucifix dans le minou, on n'était pas au même niveau de violence quand même. Là, c'est vrai que oui, elle contrôle des jets d'eau avec ses yeux. Et c'est un peu comme les images qu'on voit des manifestants en Bretagne qui se prennent des canons à eau et qui dansent, quoi. C'est ça. Mais oui, heureusement que Sissy Spacek est vraiment bien dans le rôle, parce que sinon, ce serait assez plat, quoi. C'est le bon moment pour parler un petit peu de réalisation, puisque c'est le seul moment du film, dans mon souvenir, dans lequel on voit des split screens. Oui. Le split screen, donc l'écran partagé en deux avec un petit fil noir au milieu, c'est la marque de fabrique de Brian De Palma. C'est un truc qu'on retrouve évidemment dans le cinéma de plein d'autres réalisateurs, mais De Palma est très connu pour ça. Et je trouve que c'est très bien justement que ce soit utilisé que là, parce que ça marque une rupture avec tout le reste du film. Oui, ça fonctionne très bien, puis même visuellement, parce qu'il y a des jeux de lumière, parce que forcément, on est en train de détruire tout le bâtiment, donc il y a les lumières qui changent. Ça met en parallèle le chaos qu'elle est en train de créer et sa propre impassibilité un peu sur scène, quoi. Exactement, puisqu'on voit à la fois Carrie et l'effet de ses pouvoirs en même temps à l'écran. Je trouve que ça marche très très bien. Il y a un autre outil qui est utilisé dans le film, que tu as remarqué d'ailleurs quand tu l'as vu, puisqu'on en avait déjà parlé sur Twin Peaks. Ouais. C'est le split diopter, donc le split focus ou bifocal. Et en fait, c'est un effet qui permet d'avoir le focus à la fois sur le premier plan et sur l'arrière-plan, avec une petite barre floue qui sépare les deux. Il aime ça, hein. Il aime. Il le fait beaucoup, beaucoup. Hein. Pratiquement toutes les scènes ont ça. Ah non, n'exagérons pas. Ah bah mais franchement, il y en a énormément dans le film. Hein. Il y en a beaucoup, mais c'est aussi, pour le coup, un effet qui est très associé à De Palma. C'est pas un effet qui date du cinéma de De Palma, puisqu'il y en avait déjà dans Citizen Kane et d'autres films qui ont été très connus pour ça. Les Hommes du Président, par exemple, il fait appel. Mais c'est vrai que De Palma a vraiment popularisé l'effet et est très associé à ça. On le retrouve dans beaucoup de ses films. Ça permet donc de se focaliser sur deux points en même temps, un qui est au premier plan, un qui est à l'arrière-plan, ce qui n'est pas naturel en fait pour le regard humain. Et donc ça crée tout de suite un sentiment de malaise. C'est pour ça qu'on le retrouve souvent dans des thrillers ou dans des films d'horreur. On le retrouve aussi dans Les Dents de la Mer, dans Us de Jordan Peele récemment. Il y a plein de films d'horreur récents qui l'ont un peu remis au goût du jour, parce qu'en plus il y a un effet vintage maintenant. Mais ça met tout de suite le spectateur un petit peu mal à l'aise, et ça te place aussi dans une position où tu dis que tu sais pas trop regarder, et que tu te dis qu'il faut que tu prêtes attention à ce qui se passe à l'arrière-plan, derrière le personnage principal, et où donc tu es un petit peu sur tes gardes. Ce qui fonctionne très bien dans l'utilisation du split diopter dans ce film, c'est que ça nous place dans le point de vue psychologique de Carrie, qui a tout le temps l'impression d'être observée, en fait. D'être scrutée par ses camarades de classe, par sa mère, par l'autorité des profs, etc. Et donc, d'avoir toujours ces personnages au premier plan ou à l'arrière-plan qui semblent un petit peu regarder derrière son épaule, ça crée une paranoïa qui nous permet de ressentir un petit peu comment elle se sent et comment on se sent quand on est harcelé au collège ou au lycée. Et puis dans la scène où elle écoute le poème de Tommy, pour le coup là il y a aussi un plan entre les deux. Ça fonctionne très très bien. Voilà, parce que là on a quand même ce côté un peu scruté, mais ça crée aussi une intimité entre les deux personnages, c'est-à-dire que ça les met en parallèle alors que tout les sépare, ils ont rien en commun, mais à ce moment-là ils se retrouvent au même plan. Et quand ils vont développer une petite affection l'un pour l'autre plus tard, cette première introduction marche très très bien. Après le chaos. Oui. Le chaos avec les jets d'eau. Carrie bute Chris et son mec, ouais. voilà. Et ensuite, elle rentre chez elle, tout ensanglantée. Là, tu as fait remarquer que c'était un très bon costume d'Halloween. Et c'est vrai que à tous les Halloween, je pense qu'on peut croiser une fille en nuisette avec du sang un peu noirci sur elle. Et elle affronte sa mère, qui lui fait un monologue de taré quand même. Ouais, j'ai oublié. Elle lui raconte sa vie sexuelle avec son père. Ah oui, c'est vrai.
Comment ai-je pu oublier ça? Voilà. Et alors ça, c'est tiré du livre, quasiment mot pour mot. En fait, on comprend aussi toute la psychologie de la mère qui était déjà totalement fanatique à l'époque, qui a peut-être subi des violences sexuelles quand elle était plus jeune et qui a très mal vécu donc ses rapports sexuels avec son mari, qu'elle a essayé de repousser et qui ensuite est revenue bourrée, puisqu'elle dit « j'ai senti le whisky dans son haleine, etc. » On ne sait pas trop, puisqu'on a l'impression qu'elle raconte qu'il l'a forcée, mais en même temps, elle dit que ça lui a plu et que c'est la culpabilité qu'elle ait pu Prendre du plaisir. dans l'acte sexuel qui l'a fait vriller encore plus. Dans le livre, ce qu'il faut savoir, c'est que le père est mort alors qu'elle venait de tomber enceinte, et donc ensuite elle est devenue mère célibataire, alors que là, dans le film, il est plutôt sous-entendu qu'il s'est barré avec quelqu'un d'autre. Mais dans les deux cas, elle a vrillé, et donc dans le livre, en fait, elle accouche toute seule, et elle coupe le cordon ombilical avec un couteau elle-même. C'est un truc qu'on voit aussi dans un remake qu'il y a eu récemment de Carrie, avec Chloé Moretz et Julianne Moore, qui joue la mère, Oui, c'est vrai. qui est un peu moins bien, mais qui du coup est plus graphique, et qui raconte donc L'origin story. voilà, l'origin story de Carrie et du cordon ombilical. On va entendre ta réaction très drôle à cette confrontation entre Carrie et sa mère. Elles sont un peu folles dingues dans la famille quand même. Ouais. Un petit souci. Mais c'est ce qui se passe quand t'as pas de père. Voilà. Tu en es la preuve. Voilà. Eh oui, c'est le message du film. Après le visionnage du film, tu m'as dit que tu avais besoin d'y réfléchir un petit peu parce que c'était à chaud, mais que tu pensais quand même que le film était assez sexiste, notamment par rapport au personnage de la mère et à la représentation de leur rapport un peu familial. Est-ce que c'est toujours ton avis ? Disons qu'il y a plusieurs choses qui me dérangent. Déjà, même dans la représentation du harcèlement, ça j'y pense maintenant, mais le fait que Carrie soit un personnage aussi étrange, je trouve que quand même ça dit quelque chose sur elle est harcelée parce que vraiment on a un peu envie de la secouer et qu'elle est, elle est bizarre, quoi. C'est justifié en fait. Voilà, parce qu'elle est vraiment à la marge. Alors que la plupart des enfants et des adolescents, bon déjà il n'y a pas de problème à être à la marge, mais la plupart des enfants et des adolescents qui se font harceler, ils n'ont pas besoin d'avoir un comportement spécialement étrange ou subversif pour l'être. Et la façon dont ils expliquent en fait son comportement et le comportement de sa mère, il y a quand même un discours sur l'absence du père. Déjà, toutes ces horreurs se font quand même beaucoup entre femmes, c'est-à-dire que la plus grande méchante du lycée, c'est une fille qui embarque son mec dans cette histoire. Toutes les femmes sont en contrôle de l'histoire apparemment. En fait, ce qui me dérange, c'est... Et puis bon, ça évidemment, c'est quelque chose aussi de personnel. J'ai été élevée seule par ma mère et voir ce genre de discours, ça participe tellement à justement cette idée qu'il y a quelque chose d'anormal ou à la marge ou de forcément un peu subversif dans une fille qui est élevée seule par sa mère et on essaie de creuser quelque chose. Je trouve que le message de Carrie sur le fait que la déviance et les problèmes psychologiques de la mère et psychiatriques soient liés à son rapport à sa sexualité, au départ de son mari, et le fait que le manque d'équilibre de Carrie soit lié au fait que son père est parti et que sa mère l'a élevée seule et que sa mère soit une folle furieuse, il y a quand même quelque chose d'assez lourd dans ce que ça dit et qui est pas innocent pour moi, en fait. Tu comprends que toutes ses camarades font partie de l'idéal américain, en fait. Ce sont des adolescentes parfaites américaines comme elles devraient l'être. Carrie, c'est une anormalité. Même, c'est un monstre, elle a quelque chose de monstrueux parce qu'elle a des pouvoirs qu'elle contrôle pas et tout ça. Et rattachée à cette anormalité, il y a aussi le fait qu'elle n'ait pas de père et qu'elle ait été élevée seule par une mère. Ce que je trouve pour le coup très intéressant dans le film et dans le livre, et que je vois pas comme une marque de sexisme, c'est le fait que, comme tu l'as dit, toute l'intrigue est menée par les femmes. L'héroïne est une femme, la méchante est une femme, enfin la tortionnaire est une femme, la mère cruelle est une femme, Sue est une femme, la prof de PS. Donc en fait, il y a quelques personnages masculins qui gravitent autour, et on a surtout Tommy qui est le seul qui est un petit peu développé. Mais moi, je trouve ça plutôt chouette de voir un film et un récit où justement les femmes occupent tous les rôles et tout le spectre en fait, de la gentillesse à la cruauté. Ouais, mais il faut voir ce que ça dit des femmes en fait. Moi, c'est ça qui me pose problème dans le film. C'est-à-dire que ça a beau être un film qui est mené par des femmes, son propos sur les femmes, sur la féminité et sur l'autonomie féminine est problématique pour moi. C'est quand même Carrie qui est l'instrument de destruction du lycée parfait, du bal de promo. Du bal de promo idéal américain, de toute cette perfection américaine et de cet idéal de petite ville américaine tranquille et tout ça. C'est elle qui va détruire tout ça. Et c'est le fruit de quoi, Carrie ? C'est le fruit d'une famille monoparentale. Voilà.
Ce qui est aussi très intéressant et qui est devenu un cas d'école pour Carrie, aussi bien le livre que le film, on a déjà souvent parlé de la représentation des femmes dans le film d'horreur qui peut être à double tranchant, où c'est effectivement des films qui ont permis une grande avancée de la représentation des femmes au cinéma. Et là, c'est le cas aussi, c'est-à-dire que c'est un film qui est quasi exclusivement féminin dans un univers qui était quand même plutôt masculin. Mais le genre de l'horreur a aussi véhiculé énormément de clichés sur la féminité, puisque ces personnages principaux étant souvent des femmes et ces films étant réalisés par des hommes qui projettent un peu leurs idées de la féminité sur elles, on se retrouve effectivement avec une métaphore là de l'adolescence et du fait d'avoir ses règles pour la première fois et de prendre possession un petit peu de sa sexualité pour la première fois de manière monstrueuse. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve encore aujourd'hui dans plein de films d'horreur. Et Carrie est fondateur pour ça, pour le côté l'adolescence féminine comme objet monstrueux, comme objet de terreur. C'est quelque chose qui est effectivement très présent dans le genre de l'horreur, comme la maternité, l'accouchement, on l'a vu dans Alien. Et donc, en fait, toutes les peurs qu'on peut retrouver chez une certaine partie de la population masculine, sur les règles, l'enfantement, tout ça, sont utilisées pour créer des moments horrifiques. Et ça, c'est sûr que Carrie, on peut pas y couper, quoi, dans l'analyse. Après avoir confronté sa mère, Carrie est poignardée par sa mère. Là, je trouve que c'est très choquant de voir une mère qui était non seulement maltraitante, mais qui là décide carrément de tuer son enfant. Et Carrie se défend puisque sa mère finit crucifiée. Une mort très appropriée pour ce personnage. Voilà, puisque Carrie lui envoie plein d'objets par la pensée pour la crucifier. Dans le livre, Carrie crée une crise cardiaque chez sa mère. Donc là, clairement, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus symbolique et cinématographique. C'est horrible. Ouais, bon, c'est bon, on meurt là. On retrouve bien la Catherine de Twin Peaks quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, Elle en fait des j'adore. caisses. C'est ça. Elle est tellement drama queen. Et bon, c'est vrai qu'il y a un élément camp très présent dans la filmographie de Brian De Palma. Et là, clairement, Piper Laurie, elle a tout donné. Et ce que j'aime bien dans cette scène, on l'entend, c'est que c'est quand même hyper dérangeant parce qu'on a l'impression qu'elle est en train d'orgasmer. Oui, oui. Et c'est pas innocent non plus, je pense. Ça me fait beaucoup rire. Et puis, finalement, la maison s'effondre sur elle, puisque les pouvoirs de Carrie sont incontrôlables. Là aussi, on est un peu sur la féminité incontrôlée, incontrôlable. Elle sait pas du tout quoi faire de sa télékinésie, et donc elles finissent toutes les deux ensevelies sous les décombres. Et le film se termine sur un moment que j'attendais, parce que je me disais, c'est peut-être le seul moment horrifique du film, mais il fera sans doute son petit effet. Moi, je me souviens que la première fois que je l'ai vu, ah oui, donc là, ça me revient, je l'avais vu à la télé. Ça m'avait fait très, très peur, ce jumpscare, puisque donc Sue se rend sur la tombe de Carrie, qui est pas vraiment une tombe, qui est juste les décombres, enfin un tas de pierres avec une croix posée dessus. Et avec marqué Carrie brûle en enfer, quelque chose comme ça. Et elle veut donc lui rendre hommage, déposer des fleurs sur sa tombe. Sauf que ça fait très séquence de rêve, ça fait quand même pas très réaliste. Et donc, t'as vu le truc venir un petit peu, mais ça a quand même marché. Il y a une main qui va lui attraper le bras. Oh, c'est ça. Putain, c'est ça. Oui, alors j'ai vu la main venir, mais j'ai pas vu le rêve venir. Je pensais pas que c'était une séquence de rêve. D'accord. Je pensais que c'était vraiment Carrie qui remontait et qui venait lui attraper le bras. Ça t'a plu ? Ouais, c'est bien ça. C'est le meilleur moment du film, hein. Très clairement. C'est très efficace et c'est, je pense, un autre des moments les plus emblématiques du film. Le flipomètre, est-ce que tu as eu peur ? Non, pas du tout. C'est à 0,5. Hein. Vraiment, pour la main à la fin. Sur le malaise quand même. Moi, je pense que on l'a entendu dans les extraits. Le film fonctionne très bien pour te mettre mal à l'aise et t'angoisser sur le harcèlement. Deux. On négocie. On fait des petites... Allez. Ce qui est intéressant au fil de cette saison, c'est que j'essaye de te montrer quand même pas mal de films d'horreur différents, même si forcément on passe par mes préférés et que j'en occulte certains que j'aime pas trop. Mais il y a une question qui revient quand même souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut qualifier de film d'horreur ou pas ? Et pendant qu'on regardait le film, t'as dit, bon, c'est pas vraiment un film d'horreur en fait. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que le dernier quart d'heure est horrifique. Ne fait pas peur, mais est horrifique. Pour moi, la scène la plus horrifique, en fait, et qui me fait le plus penser à d'autres films d'horreur, c'est la scène finale. C'est-à-dire, c'est le jumpscare de sa main qui sort de la tombe pendant le rêve de Sue. Mais sinon, le reste, non. En fait, la montée en tension, elle existe, elle est vraiment là dans le film. Mais pour moi, c'est pas une montée en tension qui évoquait un film d'horreur, c'était plus un teen drama, quoi.
Ouais. Donc, je l'ai moins senti comme ça. Après, il y a l'aspect surnaturel, évidemment, et il y a tout le sang. Mais je dirais que pour 90% du film, c'est vraiment pas un film d'horreur, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que je me pose vraiment la question au fil de cette saison. Je pense que il y a certains films, par exemple, que je t'ai montré où tout de suite, quand tu les vois, tu sais que c'est un film d'horreur, genre The Descent ou Conjuring, surtout des films modernes qui font appel à plein de techniques plus modernes, comme le jumpscare. Enfin, même si le jumpscare, en vrai, ça remonte à très loin, mais ils ont tout de suite un look de film d'horreur. En fait, il y a toujours le débat sur ça fait pas peur, donc c'est pas un film d'horreur. Or, je pense qu'il n'y a pas que ça, en fait. Évidemment, il faut qu'un film d'horreur fasse peur, mais il y a aussi plein de films qui font peur qui ne sont pas du tout des films d'horreur. Oui, oui. Non, puis même Blair Witch, ça fait pas peur et c'est un film d'horreur. Ça te fait pas peur à toi, mais ça a fait peur à beaucoup de monde. Dans le genre du film d'horreur, il y a quand même des codes esthétiques qu'on doit retrouver. Et on les retrouve dans Carrie. Par exemple, il y a la musique stridente, il y a du sang, il y a des pouvoirs surnaturels. Alors, il y a des films d'horreur dans lesquels il n'y a pas d'éléments surnaturels, mais c'est quand même un truc qu'on va retrouver très souvent. C'est pour ça que c'est aussi des films de monstres, souvent des films de fantômes. Ouais, mais après, il y a des films comme Les Ensorceleuses. Il y a des pouvoirs surnaturels et c'est pas un film d'horreur. Certes, mais c'est pour ça, en fait, c'est un assemblage de tous ces éléments-là. Puisqu'il faut aussi quand même qu'il y ait de l'effroi. Et donc ça peut être vraiment quelque chose qui est terrifiant, comme The Conjuring qui t'a fait hurler, mais ça peut aussi être plus une terreur psychologique. Oui, comme The Shining. Il faut aussi quand même qu'il y ait de la violence. Et je pense qu'il y ait du dégoût, du malaise et quelque chose de subversif, qui est quand même des éléments transgressifs. C'est-à-dire que Jusqu'à la garde, qui est un thriller français récent, il y a peut-être des gens qui le qualifieraient même pas de thriller, mais c'est un film qui parle de violence domestique, c'est terrifiant. C'est pas du tout un film d'horreur parce que ça va pas jouer sur ce registre-là non plus. Ça joue sur un registre très réaliste. Si on regarde, je sais pas, We Need to Talk About Kevin, moi ça m'a traumatisée, ou Requiem for a Dream. Oui. Mais on peut trouver quelques éléments horrifiques dedans, mais c'est pas vraiment ça. Parce que je pense que il y a aussi, pour moi en tout cas, l'idée que dans un film d'horreur, on dépasse un peu la réalité. Et c'est pour ça, je pense qu'il y en a certains qui marchent pas pour toi. C'est-à-dire qu'il y a souvent un élément de grotesque ou de violence qui est démesuré, qui peut parfois même virer vers le comique. C'est pour ça qu'il y a pas mal de films d'horreur parodiques. Et du coup, dans beaucoup de films qui sont terrifiants, mais qui se rapprochent plus d'une réalité sociologique, forcément, on s'éloigne du genre de l'horreur. Alors que dans Carrie, pour moi, il y a quand même tous les éléments, mais c'est vrai que la manière dont il le fait, il va pas trop appuyer dessus pendant longtemps, et il y a vraiment juste une rupture avec la scène du bal qui change tout, quoi. Mais je trouve que c'est un débat qui est vraiment fascinant, qui revient très souvent, et on aura l'occasion d'en reparler avec des exemples de elevated horror, qui est aussi un terme sujet à controverse. Mais par exemple, quand je vais te montrer les films d'Ari Aster, il y a eu des débats autour. Mais c'est sûr que Carrie, ça fait pas très peur. Après, si tu regardes Nosferatu, ça fait pas peur non plus pour un public moderne. Ça n'empêche que c'est un film d'horreur. Tu m'as convaincue. Carrie est un film d'horreur. Merci. Et puis, il y a la musique dans Carrie de Pino Donaggio. Alors, pour moi, les plus belles parties, c'est pas de la musique d'horreur, c'est la musique de la séquence d'ouverture, etc. Mais il y a aussi quand même les cordes un peu stridentes. Et Pino Donaggio, il faut savoir qu'il a aussi travaillé avec Dario Argento, mon chouchou. Et il a aussi travaillé, il a fait la musique de Don't Look Now, qui est aussi un film qui se situe un peu à la frontière de l'horreur. Certains le qualifient de film d'horreur, d'autres de thriller. Donc voilà, pour moi, ça représente assez bien la situation dans laquelle se trouve Carrie. C'est marrant parce que cette musique, moi, je dois avouer, c'était un peu comme la musique d'Angelo Badalamenti au début de Twin Peaks, où j'étais pas du tout sensible et après, je l'ai adorée. Ouais. Je suis passée à côté, quoi. Après, peut-être que si tu revoyais le film ou que tu la réentendais, un peu comme pour Twin Peaks, tu finirais par être convaincu. Juste des petits fun facts. Donc, Nancy Allen, qui joue Chris, a épousé Brian De Palma. Et Amy Irving, qui joue Sue, a épousé Steven Spielberg, qui est le pote de Brian De Palma. Et comme je sais que le placard avec le Jésus t'a fait grand effet, je voulais préciser que le décorateur du film, c'était Jack Fisk, qui est un grand collaborateur de David Lynch. Donc on a eu l'occasion de parler de lui auparavant. C'était aussi un très grand ami de David Lynch. Et il est marié à Sissy Spacek. Dis donc. Ouais, qu'il avait rencontré sur La Balade sauvage et qui était vraiment le film qui avait révélé Sissy Spacek. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir Carrie, le film est disponible à la location sur Amazon et Canal et sans doute plein d'autres endroits. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Marie va me faire découvrir Jerry Maguire. Jerry Maguire pour ceux qui... Qui quoi ? Vas-y, dis-le. Qui vont pas comprendre Jerry Maguire. J'ai très très hâte. Jerry Maguire qui est disponible à la location sur Amazon Prime et sur Canal+.
Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On lit tous vos commentaires et on adore ça. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où l'on analyse l'actualité des séries. D'ailleurs, en ce moment, on fait des récaps de Succession toutes les semaines. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et on vous laisse avec la très jolie musique de Pino Donaggio. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou. Il va falloir faire attention à ne pas éternuer pendant cet enregistrement. Pourquoi? Parce qu'on en a règle. T'avais noté ça? Non. Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où il faut vraiment pas éternuer. Moi, à chaque fois que j'éternue et que j'ai mes règles, je pense à Carrie. Hein. Oh putain, cet épisode part dans des directions où j'aurais jamais pensé que le podcast partirait un jour. Mais c'est très bien.